Un autre argument, bien sûr, parlons des élèves. Pourquoi tous se mobiliser? Bien, c'est que ce que la recherche montre, c'est que les élèves sont tous différents. Ils sont tous différents et plusieurs ont de la difficulté à lire pour apprendre. Alors, on dit dans l'enquête de PISA, la dernière, que le niveau 3 de lecture à 15 ans, le niveau 3, c'est de faire des liens entre des parties du texte. Donc, on parlait d'organisation tout à l'heure, puis de faire des liens dans sa vie personnelle, puis d'être capable de faire du sens avec ça. Bien, c'est de l'élaboration là-dessus. Bien, alors, deux processus importants à mobiliser, mais dans les 30 pays de l'OCDE, il y a 45 des élèves qui n'arrivent pas à faire ça à 15 ans. Donc, on imagine, bien sûr, à juste titre, que quand les élèves en première, deuxième, troisième secondaire, on leur demande de comprendre un texte, puis ils ne font pas ces liens entre l'information dedans, puis d'être capable de le transposer, bien, c'est une tâche extrêmement difficile. Mais la bonne nouvelle, je vous l'ai dit tout de suite, ça s'apprend. Alors, on peut l'enseigner aux élèves, puis c'est sur ça qu'il faut capitaliser, parce que ça, on peut avoir de l'influence là-dessus. Alors, par exemple, ici, puis ils sont peu formés pour le faire, bien, on prend souvent pour acquis que les élèves apprennent à lire au primaire. Puis souvent, malheureusement, on pense que même en première année, c'est quelque chose qui devrait être assez réglé, alors que pourtant, avant, on disait même jusqu'en troisième année du primaire pour apprendre à lire, alors que là, on est rendu en première année. Alors, il faut voir que donc cette variété de lecture, puis les exigences qui augmentent à travers le temps font en sorte que les élèves ont besoin d'être soutenus sur la lecture en partant du préscolaire, puis ça va jusqu'au doctorat à l'université parce que les exigences changent, les tâches changent, les textes changent. Alors, hein, on enseigne à la maîtrise, au doctorat, on montre à lire une recherche, à reconnaître la structure, à voir le lien entre les recherches pour en faire un texte argumentatif. Ça s'apprend. Alors, il faut être guidé. Alors, on n'a pas fini d'apprendre à lire à 6, 7, 8 ans. On apprend à lire toute notre vie parce que les textes, les tâches changent. Il faut se réorganiser. Lire en anglais, la langue, hein? Alors il y a toutes sortes de circonstances. Ici, les écoles SIA, en 2003, c'était les résultats de 2003. La tâche était en univers social de la première à la cinquième secondaire, donc géo-histoire, et puis en cinquième secondaire, c'était morale, je pense, oui. Donc, il y avait une tâche et puis ils avaient une consigne, tous la même consigne. Donc, on peut se référer à ce type de tâche-là quand on regarde les données. À Vancouver, c'était différent parce que les enseignants choisissaient les tâches. Donc, ici, on a un portrait encore plus global, mais ça nous donne des tendances. Puis, habituellement, ça parle assez aux enseignants, mais il ne faut pas mettre des noms là-dessus. Par exemple, on a l'élève qui se voit engagé, confiant et efficace. Alors, quand on prend un ensemble d'écoles de différents niveaux socio-économiques, on se rend compte qu'il y a 41 des élèves, c'est la région de Vancouver, qui correspond à ce portrait-là. Alors, ils se disent confiants, ils font des plans, ils comprennent assez les exigences de la tâche, ils veulent un peu mémoriser quand même, mais ils sont capables là, de changer quand il y a des problèmes. Ils ont des ressources. Ça, c'est dans les écoles SIA au Québec, on avait 22 des élèves en ce temps-là. Donc, on se rend compte que le portrait qu'on souhaite le plus souvent, bien, il n'était pas très élevé. Hein? Ce n'est pas un élève sur 4 là, dans la classe. Il y en a des élèves aussi confiants qu'on appelle passifs. Alors ça nous a surpris parce qu'on ne l'attendait pas, celui-là. Ce sont des élèves qui se disent confiants, ils comprennent bien les exigences de la tâche, ils ont une bonne perception de compétences, mais quand on les compare aux autres sur ce qu'ils disent faire, hein, dans les tâches, bien, ils en font moins que les autres. Alors là, on s'est questionné, que se passe-t-il avec ces élèves? Puis quand on a croisé ces résultats-là avec leurs résultats scolaires, bien, ils sont en ordre des plus forts aux plus faibles actuellement. Donc, bien sûr, nos élèves, bien sûr, mais on l'espérait, nos élèves engagés ont les meilleurs résultats. Mais le deuxième groupe, ce sont les élèves confiants passifs. Alors, notre hypothèse, c'est que ces élèves-là, probablement que les tâches qu'on leur donne ne sont pas assez exigeantes pour eux. Alors, ils apprennent moins, l'écart dans les tâches est moins grand. Alors, le risque avec ce type d'élèves-là, c'est qu'ils aussi décrochent de l'école parce que peut-être qu'ils trouvent ça plate, puis ils vont trouver des défis ailleurs.
Alors, comment aussi permettre des défis pour ces élèves-là? On a les élèves, la troisième catégorie, le type d'élèves qui se perçoivent stressés, actifs, ça c'est la bonne nouvelle, mais inefficaces. Ça correspond tout à fait au portrait connu des élèves en difficulté d'apprentissage, hein, ou qui éprouvent vraiment des problèmes à apprendre, ou en tout cas qui ont un retard par rapport à leur père. Au plan émotionnel, on leur demande 3 fois dans le questionnaire, hein, quand je commence, au milieu, puis à la fin, puis ça ressort toujours plus que les autres, être stressé et inquiet. Mais ça, stressé et inquiet, au plan émotif, ça prend la place dans la tête. Alors, c'est difficile de se concentrer pour faire quelque chose quand je me dis que j'y arriverai pas, je suis nulle, puis que, oh non, pas encore ça, je suis obligée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont encore actifs, ils disent encore planifier, puis ils disent encore, et puis demander de l'aide, surtout. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose chez les élèves, c'est une bonne chose, c'est parce qu'ils pensent encore qu'ils peuvent y arriver. Mais on voit que la mémorisation monte en termes de fréquence par rapport aux autres. Ça, c'est une stratégie de dépannage des élèves en difficulté, tout apprendre par cœur. Au moins là-dedans, ils se souviennent de quelques affaires quand ils font les examens ou les travaux. Alors ça, c'est imaginez, apprendre par cœur, je pense que c'est ce qui est le plus dur à faire pour apprendre, parce qu'on doit se fier juste sur de la mémoire brute. Et on a des élèves qui disent éviter l'APL. Alors eux, vraiment, tout ce qu'ils disent dans les sondages qu'on fait, c'est vouloir aller le moins possible, travailler le moins possible. Ils ne révisent pas ce qu'ils font. Ils sont tannés. On leur demande au milieu de la tâche, comment vous sentez? Tannés. Quand ça ne va pas bien, j'arrête. Bon, alors c'est un peu leur portrait. Alors il y a des élèves qui ont décroché à ce moment-là. Et puis, je pense que c'est important de voir. Donc, il n'y a pas juste un type, c'est pas juste une question cognitive, là, de stratégie, c'est pas juste une question motivationnelle. On voit que c'est une synergie, une dynamique entre ces éléments-là qui nous parlent des élèves. Alors, il faut penser, quand on parle de la lecture, à un élève qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui a des émotions, qui a une motivation. Et puis, il faut essayer de comprendre comment ça s'organise. Parfois, dans des groupes d'enseignants, c'est de dire, bien, on va travailler en français, ça, puis après, bien, dans les autres cours, on va le rappeler. Mais le problème avec ça, c'est qu'un principe de transfert de l'apprentissage, c'est qu'il doit commencer de manière contextualisée. Et on doit décontextualiser pour pouvoir voir c'est quoi la stratégie. Donc, je pars d'une tâche de classe, on a fait un projet, hein, on est sur les planètes ou je ne sais trop, puis à partir de ça, on essaye des façons de travailler, puis après, on en parle. Donc, on décontextualise pour voir c'était quoi cette stratégie-là, ou c'est quoi ce moyen-là que tu as pris, qu'est-ce que ça donne, puis on va l'essayer dans un autre projet ou dans un autre cours. Mais pour ça, dans l'autre cours, il faut le contextualiser. Puis il faut ensuite en parler avec les élèves pour qu'ils soient capables d'avoir du recul sur ce qu'ils font. Alors, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est que, bon, mais qu'est-ce qu'on vient de faire? Comment on s'y est pris? Puis est-ce que c'est une bonne façon pour toi? Parce qu'entre 2 élèves, il y a différentes façons. On ne lit pas tous de la même façon. Puis, parce qu'on n'a pas tous les mêmes connaissances antérieures. On n'a pas toutes la même motivation. On n'a peut-être pas tous les mêmes objectifs. Alors ça, c'est important de, donc, parler de l'apprentissage à l'intérieur des cours, tout le monde, et puis de voir comment on peut faire réfléchir les élèves, mais toujours sur la tâche. Il ne faut pas faire des cours sur les stratégies, il ne faut pas faire des trimestres ou des années là-dessus. On peut faire des cours sur les stratégies, mais il faut que ce soit dans le style capsule. Hein? Je suis en train de faire quelque chose, j'ai besoin d'aller réfléchir à ce que je fais, puis je retourne tout de suite, parce que là, je sais ce que je veux faire, je l'essaie, puis je regarde ce que ça donne. Donc ça, c'est important de voir. C'est ça qui soutient le transfert. Hein, parce que souvent, les élèves apprennent quelque chose, puis ils arrivent dans l'autre cours, c'est difficile. D'ailleurs, on voit au primaire, il y a des élèves qui disent « Ah non, on ne va pas faire du français, là, c'est un cours de maths. » Hein, alors, oh! Oui, mais là, il faut lire, c'est pas du français. Ça s'appelle de la lecture. Alors ça, c'est important. Donc, la transition primaire-secondaire, il y a des enjeux importants sur nos pratiques. Est-ce que les pratiques qu'on fait au secondaire, il y a une continuité avec ce qui se fait au primaire? Ça, c'est important parce qu'on voit dans nos recherches, entre autres sur l'évaluation, montrent qu'il y a plus de variété d'évaluation au primaire
Puis, les enseignants qu'on a suivis au secondaire utilisaient plus, ça c'est il y a 5 ans peut-être, utilisaient plus le test et l'examen. Bon, alors, les élèves nous disaient au primaire, plus s'autoréguler, par exemple, faire plus de métacognition, essayer de plus apprendre en lisant. Puis quand les mêmes élèves, on les voit au secondaire, il y en avait 1000, bien, ces 1000-là, dans toutes sortes d'écoles, ils ont dit que là, ce qu'ils faisaient le plus, c'était lire le texte, puis lire les titres, les sous-titres. Puis, alors, on voit qu'ils sont passés d'une gestion plus large du texte à quelque chose qui est plus ciblé, qui ressemble à de l'étude, en fait. Juste me concentrer sur le texte plutôt que de voir comment ça s'articule dans un projet ou dans une tâche plus large. Donc, alors, il y a 2 hypothèses. Ou bien on leur demande plus de lire pour étudier de manière, la vision de l'étude, dans le sens qu'il fallait apprendre nos devoirs, ou bien les élèves ne reconnaissent pas la tâche au secondaire. Donc, la façon dont elle est présentée, ils ne voient pas qu'ils peuvent faire du transfert, justement, avec ce qu'ils ont appris au primaire. Donc, ça, c'est important de bien cibler. Est-ce qu'on doit plutôt soutenir le transfert ou on doit voir la concordance entre ce qu'on leur demande et ce qu'ils peuvent faire? Donc, il faut re-questionner l'idée qu'ils n'ont rien appris au primaire, ou plutôt que ce qu'ils ont appris, ce n'est pas utile au secondaire. Je pense qu'il faut plutôt voir comment c'est utile au secondaire, justement. Alors, parce qu'au primaire, en tout cas, les élèves nous disent beaucoup plus réfléchir à ce qu'ils font, puis plus se planifier, puis plus prendre en compte la tâche. Donc ça, je pense que c'est peut-être juste une question de la façon dont on présente les choses ou de où on met l'accent, puis comment on aide, il faut soutenir cette transition-là, parce que quand ils arrivent au secondaire, c'est comme s'ils ne voient plus du tout de ressemblance avec ce qu'ils font au primaire. Alors, donc, ici, un exemple de Guillaume, c'est un problème fréquent au secondaire. Bien, c'est difficile pour lui parce qu'il y a une grande diversité des exigences de lecture aussi. Ça, c'est une autre caractéristique secondaire. En maths, on a certaines tâches, en histoire, etc., des enseignants différents, des consignes différentes, des exigences différentes. Alors souvent, quand tout ça est morcelé, il y a des élèves qui se perdent. Puis le problème, c'est quand ça dure longtemps, un bulletin, puis là, si on ne corrige pas tout de suite, 2 bulletins, et ainsi de suite, puis là, l'écart de performance ou de connaissance augmente, puis c'est des élèves qui souvent réussissaient bien au primaire, puis là, au secondaire, n'arrivent pas, mais pour une simple, c'est peut-être pas si simple, mais pour une question de reconnaître la tâche, les exigences, puis de voir qu'il y a des stratégies pour le faire, ou en tout cas de soutenir pour qu'ils en apprennent d'autres. Alors ça, je pense que c'est important de se situer dans cette continuité de formation, parce que, en tout cas, nos 1000 élèves à nous nous montrent bien que il y a un gros changement dans leur façon de se voir comme apprenants entre le primaire et le secondaire, et ce n'est pas à l'avantage du secondaire actuellement. Alors, comment intervenir?